Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris Sébastien Perimoni, membre de l'Institut Schiller en France, expert de l'Afrique et auteur du livre Voir l'Afrique avec les yeux du futur. Avec lui, en sa qualité d'expert avéré et averti en géoéconomie, en géopolitique et en relations internationales, nous allons analyser la guerre d'influence entre les corridors Lobito, Nakala et ceux promus par les Chinois, et leur retombée sur les économies des Africains les entourant. Sébastien Perimoni, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Oui, bonjour à tous les auditeurs d'Afrique émergente. Sébastien Perimoni, qu'il s'agisse de Nakala, de Lobito ou de la Tazara, le constat est le même pour les pays africains. Les corridors soutenus par les grandes puissances visent avant tout à répondre à leurs besoins en matière de minéraux critiques. Alors pour la Chine, il s'agit de fournir ses usines en matières premières et de maintenir sa domination dans l'approvisionnement mondial, bien que la Chine construit beaucoup aussi en Afrique, il faut aussi le reconnaître et le dire clairement. C'est à cette domination donc que veulent échapper les États-Unis, l'Union européenne et le Japon à travers des initiatives qui réduisent la dépendance des chaînes d'approvisionnement à Pékin. Alors, ma question, mais derrière donc les milliards promis, se profile-t-il le risque de projets déconnectés des priorités africaines et porteurs de schémas connus de la période post-indépendance que le continent veut justement dépasser? Donc, en effet, l'idéal serait que les pays africains puissent se développer par eux-mêmes et pour eux-mêmes et permettre à leur population de profiter justement de tous ces grands projets dont vous avez parlé et réaliser un petit peu ce qu'avaient commencé les leaders panafricains au début des indépendances, comme Kwame Nkrumah, comme Modibo Keïta, c'est-à-dire des gens qui avaient instauré des mécanismes de crédit public et qui permettaient de développer réellement les industries, de développer les matières premières sur place, de développer les infrastructures qui profitaient à la population. Et ça, c'est tout le courant panafricanisme, malheureusement, qui a un petit peu disparu et qui remontait déjà dans les années 50 à la pensée de Cheikh Anta Diop. Vous savez que Cheikh Anta Diop s'est engagé en politique. Il avait écrit un livre qui s'appelle Alerte sous les tropiques. Il avait écrit plusieurs projets politiques. Et déjà à l'époque, il disait que l'Afrique devait se doter de la science nucléaire. Lui-même avait ouvert un centre de radiodétection au carbone 14 à Dakar, au Sénégal. Il parlait justement que l'Afrique devait aussi se lancer dans l'ère du spatial, de développer toutes les technologies pour profiter réellement aux Africains. Et malheureusement, bah, tous ces leaders panafricains ont été écartés petit à petit et s'est installé ce qu'on a appelé la mondialisation financière, et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de pays d'Afrique sont encore dépendants justement des ressources extérieures, des ressources technologiques, des Mhm. ressources financières. Et donc ça, c'est le vrai problème. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est ce qu'on appelle un moment hamiltonien pour l'Afrique. Hamiltonien dans le sens, si vous voulez, au moment de la Révolution américaine, le premier secrétaire au Trésor, Alexander Hamilton, contre l'Empire britannique et contre le libre-échange, a créé une banque nationale de crédit public pour financer réellement à long terme, avec des faibles taux d'intérêt, le développement industriel et infrastructurel des États-Unis à l'époque contre le libre-échange britannique. Et c'est ce moment que doit connaître l'Afrique si elle ne veut plus être dépendante justement, que ce soit justement la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, qui viennent financer, développer ces infrastructures sur place. Parce qu'en effet, et on le voit dans les projets Lobito et Tazara, tout ce que vous avez mentionné, c'est qu'en effet, aujourd'hui, c'est pour souvent continuer la même logique, le même mécanisme Mhm. d'exportation des matières premières et non pas de développement des matières premières sur place pour une valeur ajoutée avec des industries locales. C'est-à-dire Donc c'est une vrai que ça reste un transformation, problème. une transformation. Voilà, une transformation des matières premières sur place. Et aujourd'hui, tous ces contrats et ces milliards, 5 milliards pour celui-là, 4 milliards pour l'autre, sont des projets qui ont pour vision de maintenir, je dirais, cette logique de voir l'Afrique comme un continent d'exportation de matières premières, mais pas comme un continent industrialisé, transformant ces matières premières pour dégager réellement des bénéfices et apporter des choses à la population qu'elle manque cruellement, c'est-à-dire l'école, les hôpitaux, les infrastructures économiques de base, l'eau potable. Vous savez que l'électricité, ça manque partout en Afrique. Et donc, si on sortait de cette logique purement de voir l'Afrique comme un continent d'exportation et qu'on lui laissait la chance, et il faut l'avouer, certains dirigeants, malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de Modibo Keïta, on n'a plus beaucoup de Cheikh Anta Diop, on n'a plus beaucoup de Kwame Mhm. Nkrumah en Afrique. On a beaucoup de dirigeants qui sont totalement
si vous voulez, dépendant financièrement, pour pas dire totalement soumis, même géopolitiquement, si vous voulez, à justement la logique, cette logique de voir l'Afrique comme une terre simplement Et d'exportation. pourtant, il y a des illustres. Par exemple, le 9 septembre, nous avons tous vécu avec beaucoup de joie la mise en service du grand barrage de la Renaissance éthiopien qui va donner énormément d'électricité à l'Éthiopie de telle façon qu'elle soit autonome et autosuffisante et même d'exporter l'électricité vers les pays avoisinants comme l'Égypte et tout. Quand on veut, on peut, n'est-ce pas? Oui, quand on veut. Alors, c'est d'ailleurs un exemple que je voulais mentionner dans votre émission, parce que c'est l'exemple quelque part parfait d'un projet qui date, si vous voulez, des années 50. Il faut savoir que Haïlé Sélassié, l'empereur éthiopien, avait déjà fait une première étude de faisabilité pour faire ce grand barrage à l'époque. Donc, aujourd'hui, ce barrage a été inauguré. C'est un événement historique. Donc, c'est un projet qui n'a coûté que 5 milliards, vous imaginez? 5 Mhm, milliards et la durée de vie d'un barrage comme celui-ci, ça peut être 100 ans, 150 ans. mhm, Donc 5 milliards, si vous le rapportez à ce temps de vie de l'infrastructure, c'est vraiment une infrastructure qui est très peu chère. Et donc, c'est le septième plus grand barrage du monde mhm, et le plus grand barrage d'Afrique. Donc, c'est un événement qui est complètement historique. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, c'était un partenariat entre l'Éthiopie, la Chine d'un côté, l'Italie et la France. Il faut savoir que la France a participé à ce projet et je m'en réjouis mhm. avec Alstom. Alstom, bon, malheureusement, qui a été vendu par notre président aux États-Unis depuis, mais Alstom qui fabrique les turbines, les fameuses turbines en fait qui servent dans les Ouais, ouais. barrages hydroélectriques. Et donc la France a participé en fabriquant 13 turbines qui ont été installées sur le barrage et qui aujourd'hui sont fonctionnelles. L'Italie a participé. La Chine a également réalisé tout ce qui était les câbles électriques, le transport, les réseaux de distribution électrique. Et chose tout à fait intéressante que je voulais souligner, c'est qu'on n'a pas toujours besoin de la Banque mondiale et du FMI ou des puissances étrangères pour financer ces projets. Et d'ailleurs, c'est même le contraire, parce que là où le FMI et la Banque mondiale sont passés depuis 60 ans, on n'a jamais rien vu tel de projets Absolument. comme ça qui se sont développés et que là, en fait, ça a été financé à 80% par l'Éthiopie. Hein. 80% avec des taxes, avec des prêts, des emprunts auprès de l'État, des bons du Trésor éthiopien vendus à la population. Donc 80% du projet est financé par l'Éthiopie et 20% par un prêt chinois, mais qui sera facilement remboursé parce qu'en fait, on va pouvoir fournir l'électricité. C'est même pas simplement fournir de l'électricité, c'est changer complètement la vie des gens et du pays. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a même pas 60% des gens en Éthiopie qui ont accès à l'électricité. Je parle même pas des pays voisins, Djibouti, Érythrée, Soudan, Somalie, on a des taux d'électrification qui sont de l'ordre de 15, 20, 25% dans certains pays. Donc là, non seulement les Éthiopiens vont pouvoir avoir accès à 100% de la population à l'électricité, et comme le barrage atteint 5000 mégawatts, on va pouvoir exporter vers ces pays tels que le Soudan, l'Érythrée, Djibouti, même le Kenya, pour fournir l'électricité à ses voisins. Et Ouais. aussi, ça permet d'avoir une énergie qui favorise, on sait que l'Éthiopie, de ce point de vue-là, c'est un des pays qui est dans cette tradition hamiltonienne, lance un grand programme d'industrialisation. On sait qu'il y avait déjà le train entre Djibouti et Addis Abeba qui a beaucoup profité au pays. Elle lance des parcs industriels de développement du textile et d'autres. Donc il y a vraiment un processus là d'industrialisation qui est un exemple. Et Et, oui, et on comme va- vous le disiez, en fait, c'est un projet gagnant-gagnant puisque la France, la Chine, l'Italie, plusieurs pays ont participé et c'est un succès historique. Rappelons que 90% des capacités hydroélectriques de l'Afrique ne sont pas exploitées, qu'avec ce barrage, on arrive à un taux de 10% uniquement. Oui, oui, c'est ce qui veut dire que ça montre le potentiel. Et comme je le répète, vous savez, en beaucoup de propagande qui dit que ces projets sont des projets pharaoniques, donc moi je rigole toujours parce que justement les pharaons c'est en Afrique, hein, c'est la tradition par excellence africaine de faire des projets pharaoniques, encore que ces projets ne le sont pas. Et on dit toujours que c'est un coût exorbitant alors que c'est faux. Ce genre de projets vont rapporter entre 20 à 25 fois selon toutes les études ce que ça a coûté au départ sur une durée de vie, comme je l'ai dit, d'un barrage qui peut aller jusqu'à 100 ans. Donc 10% simplement de ces projets sont réalisés. Il y a un grand nombre d'autres projets, le Grand Barrage d'Inga.
Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions pour faire un barrage qui serait encore plus grand, peut-être que celui du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, et qui pourrait fournir là l'électricité, l'énergie, changer la vie des gens dans la région du bassin du Congo, avec un grand barrage d'Inga. Il y a également on en avait parlé sur votre antenne, le projet Transaqua pour revitaliser le lac Tchad, qui permettrait aussi de faire un corridor, parce que la notion de corridor de développement est fondamentale pour l'Afrique. Vous savez qu'il n'y a pas de commerce, il y a à peine 15% de commerce intra-africain. Mhm. Si on compare par exemple à l'Europe, on a 70% de commerce intra-européen. Les pays travaillent ensemble parce qu'on a des canaux, parce qu'on a des chemins de fer, parce qu'on a des systèmes de gestion des chambres du froid, par exemple, pour les aliments. Tout ça est totalement inexistant en Afrique aujourd'hui. Et cette notion de corridor de développement, elle est fondamentale. Alors même si aujourd'hui, en effet, la plupart de ces corridors que vous avez mentionnés au début sont faits avec une conception encore d'une Afrique exportatrice de matières premières, mais n'empêche que ces infrastructures D'accord. resteront et voilà, quand des dirigeants plus souverainistes, on va dire, parce que c'est le grand débat, reprendront le contrôle de ça, pourront vraiment en profiter pour industrialiser leur pays. D'accord. Alors, dans un rapport publié en mai 2025, le Centre européen de gestion des politiques de développement relève que le consortium Lobito Atlantic Railways concentre toujours son activité sur le transport de cuivre et de cobalt. Donc, ça, c'est confirmé. De son côté, donc, l'Institut de relations internationales et stratégiques, l'IRIS, a noté en juin 2025 un retard dans la mise en place des infrastructures logistiques, portuaires et intermodales. Alors, les hubs logistiques prévus à Uombo, Luo et Shingola sont encore au stade de la planification, contenant ainsi le corridor dans une logique strictement d'exportation au lieu de faire un outil d'intégration régionale pour les PME agricoles et industrielles, chose que vous venez justement d'évoquer. Alors, encore une question justement sur ça. Pourquoi les pays africains concernés ne pointent-ils pas le développement industriel local que vous voulez de dire maintenant, la diversification vers l'agriculture ou l'énergie, ou encore l'ouverture à un trafic de passagers fiable qui reste relégué donc au second plan, rappelons des logiques extractives qui remontent au passé colonial du continent. Et que doivent-ils faire pour y remédier, à votre avis? Bah, je dirais que la solution, elle est simple économiquement, mais elle est complexe politiquement. Elle est complexe politiquement parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on est dans un monde de la géopolitique, c'est-à-dire des intérêts qui se combattent pour chacun avoir son petit bout d'Afrique. On le voit en France avec la zone francophone, hein. Et donc, en effet, la plupart des dirigeants qui sont actuellement au poste dans les pays africains doivent leur réussite souvent à le soutien de puissances étrangères et donc sont redevables. Et comme je le dis souvent, je fais la blague, les comptes en Suisse se remplissent souvent beaucoup plus vite, si vous voulez, que les containers. Justement de produits d'exportation transformés que pourrait faire l'Afrique. Donc c'est ça le vrai problème. Je rappelle quand même un chiffre qui est officiel, c'est qu'en Afrique, c'est 1500 milliards par an d'évasion fiscale, c'est-à-dire de produits, de matières premières qui fuient le continent et la corruption des dirigeants. Si vous voulez, c'est 1500 milliards par an. Donc vous imaginez, hein, sur 10 ans, ça fait 15 000 milliards, tout ce qu'on pourrait faire. Donc il y a un problème politique et c'est le plus dur à résoudre. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on voit, si vous voulez, des pays comme l'Éthiopie, justement à travers son président, qui, eux, ont une vision d'industrialisation, de développement, qui sert à la population, qui apporte ce qui manque, bah, on voit que c'est tout à fait possible. Donc la solution économique, elle est simple. Le vrai problème, c'est d'avoir des dirigeants politiques qui soient souverainistes, qui veulent défendre leur population, développer leur pays, développer et répondre à l'intérêt général. On a un autre exemple aussi qui est très intéressant. C'est l'exemple du capitaine Traoré au Burkina Faso, qui lui aussi est dans cette logique justement de construire des hôpitaux, construire des usines de transformation. Il a ouvert plusieurs centres des conserveries, par exemple, pour ne plus importer des tomates ou des choses comme ça et les produire sur place dans des usines. Donc il y a cette logique aussi qui est appliquée au Burkina Faso, mais qui n'est pas malheureusement actuellement la logique de tous les dirigeants politiques à cause justement de cette géopolitique, de la corruption
et des intérêts qui sont impérialistes, qui sont toujours là, parce qu'il ne faut pas se voiler la face dans les corridors de développement que vous avez mentionnés. Derrière, c'est le pillage systématique, complet, total, à des prix défiant toute concurrence des matières premières. La Ouais. RDC en est la première victime avec 10 millions de morts. Il faut quand même le rappeler, 10 millions de morts en RDC depuis les années 90, parce que c'est un des endroits les plus riches de la planète en matières premières et que toutes les compagnies internationales, toutes, et là, il y a pas de distinction, toutes pillent ce pays pour avoir des matières premières pas chères. Et ça, c'est ce qu'il faut arrêter. Et pour ça, il faut un dirigeant qui soit courageux et qui ait le courage de dire stop. Alors, dans votre réponse à la première question, vous avez évoqué la question d'une banque nationale, c'est-à-dire en revenant un peu à l'histoire de l'indépendance américaine avec Hamilton, Alexander Hamilton, le premier secrétaire au Trésor. Est-ce que vous pensez que ça peut être implémenté actuellement en Afrique? Prenons l'exemple, par exemple, des pays de l'AES qui veulent justement une monnaie commune ou une monnaie de compte. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Notamment si ces pays-là font le choix d'adosser cette monnaie à leur matière première et dire que voilà, nous avons tant d'or, tant de cobalt, tant de bauxite, tant de terres rares. Pourquoi pas ne pas avoir une monnaie à nous? Est-ce que vous pensez que c'est Bien possible? C'est une sûr. seule. Ah ben non seulement je vais vous dire que c'est possible, mais je vais vous dire que ça a déjà été fait. J'ai cité dans ma première réponse Modibo Keïta, par exemple, qui était le président du Mali au moment des indépendances après les années 60. Modibo Keïta, à l'époque, est sorti du franc CFA, qui est cette monnaie coloniale imposée à 15 pays d'Afrique par le Trésor public français depuis 1945, il faut quand même le savoir. Et donc, qui fait que ces pays ne sont pas souverains économiquement, ne gèrent pas leur budget, ne gèrent pas leur crédit, ne gèrent pas leur dette, tout ça, et ils sont sous curatelle financière, si on peut dire. Et donc, Modibo Keïta, en 1962, hein, a mis fin à cette monnaie coloniale et créé une monnaie malienne, le franc malien, avec une banque nationale et des institutions de crédit. Donc, c'était 100% ce qu'a fait Hamilton. Et à partir de cette révolution qu'a fait Modibo Keïta en 1962, il a pu lancer justement ce programme d'industrialisation des chemins de fer. Il a fait une compagnie aérienne, il a industrialisé le pays, il a développé l'agriculture moderne. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande dynamique à l'époque d'industrialisation, de développement pour tous. Donc ça a déjà été fait. Malheureusement, on connaît l'histoire, hein. La France et ses amis occidentaux ont fait plus d'une 70 coups d'État en Afrique depuis les années 60. Modibo Keïta n'y a pas échappé. Et donc il est mort en prison. Et donc cette révolution, on a réimposé le franc CFA par la suite. Et donc cette révolution a été avortée. Donc c'est tout à fait possible aujourd'hui. Et c'est exactement ce que fait l'AES. En effet, mais ça prend un peu de temps. Ils peuvent pas dire du jour au lendemain on sort du franc CFA. Modibo Keïta, il lui a fallu 2 ans. Là, on est à peu près à 2 ans aussi d'existence de l'AES. Donc on sait qu'ils ont préparé, qu'ils ont un projet pour sortir du franc CFA, recréer soit une monnaie commune, soit une monnaie nationale dans chaque pays, justement pour leur développement industriel, qui peut, comme vous l'avez dit, être basé sur les matières premières. Vous savez que ces pays sont remplis d'or. Le Burkina, le Mali, il y a de l'or, il y a beaucoup de matières premières. Donc, en effet, ils pourraient indexer cette nouvelle monnaie sur leurs matières premières afin d'avoir des potentiels de crédit et accélérer le processus d'industrialisation. Donc, c'est exactement ça qu'on appelle le système hamiltonien, qui est cette politique souveraine de développement des pays par une monnaie nationale, une banque nationale, du crédit par cette banque nationale à long terme et à faible taux d'intérêt, qui permet justement, comme pour le barrage de la Renaissance, de ne pas voir la somme qu'on dépense au départ, mais qu'est-ce que ça va rapporter justement à long terme. Si vous voulez, c'est ce qu'a fait la Chine. Et on voit la Chine qui était plus sous-développée que certains pays d'Afrique, vous savez, dans les années 60. Hein. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance économique mondiale. Et d'ailleurs, par rapport aux projets que vous mentionnez, les corridors de développement actuellement qui servent à extraire les matières premières, ça peut aussi profiter à l'Afrique à moyen terme parce que la Chine a eu la même stratégie. Dans les années 60, elle a accepté que les pays européens viennent mettre des usines chez elle pour exploiter la main-d'œuvre. Il faut dire la vérité, hein, nos usines, nos entreprises exploitaient la main-d'œuvre, mais la Chine a été très intelligente puisque au fur et à mesure, elle s'est accaparée ces technologies.
elle a demandé des transferts de technologie. C'est ce que devrait demander l'Afrique d'ailleurs dans chaque partenariat le long de ces corridors, des transferts de technologie pour pouvoir à moyen terme posséder ces compétences, posséder cette maîtrise des technologies dans le ferroviaire, dans différentes choses, pour pouvoir se développer par elle-même. Donc ça, on peut voir la chose d'un point de vue négatif, mais si on la voit à moyen terme, on peut aussi le voir d'un point de vue positif, C'est-à-dire puisque la c'est-à-dire que, Chine a eu à peu près le même développement. c'est-à-dire que ces corridors-là, même si ont été conçus pour l'extraction et l'exportation des matières premières, on peut bien trouver des solutions pour que l'adapter aux besoins des pays africains, notamment dans le transport des produits agricoles, par exemple, relier les Bien sûr. différents Hmm. pays pour le commerce interafricain. D'accord. Alors, au-delà de l'enjeu de souveraineté, il existe même un risque donc de sous-exploitation des chaînes logistiques actuellement mises en place et qui pourraient menacer leur viabilité commerciale. Donc, selon un rapport, la nouvelle ligne de corridor Lobito entre Luakano en Angola et Chingola en Zambie, dont le coût est estimé donc à 5 milliards de dollars pour 730 kilomètres, ce qui n'est pas rien, repose par exemple sur des prévisions d'exportation uniquement de cuivre et de cobalt irréalistes. Alors, faute de diversification et d'appropriation par les États africains, donc ces infrastructures risque-t-elle de rejouer justement les logiques extractives du passé où les rails servaient avant tout à évacuer les richesses africaines vers l'extérieur? Est-ce que, comme vous le disiez déjà, et j'aimerais bien que vous un peu détailliez un peu ce point, est-ce que ce n'est pas aux États justement de s'imposer et de dire que nous sommes là pour défendre l'intérêt du pays, l'intérêt des populations? Vous allez avoir vos matières premières, mais il y aura une contrepartie à ça. Oui, oui, ben c'est ce qu'on a dit. C'est le mot important, c'est la réappropriation de son sol, de ses matières premières, de ses richesses. On sait que le continent africain est un des continents les plus riches du monde et les plus pauvres du monde. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas une logique de souveraineté, de souverainisme par rapport à ce qu'il y a dans son sol et ses matières premières. Et c'est l'enjeu évidemment fondamental du 21e siècle, c'est que est-ce que les dirigeants africains, comme on le voit avec les dirigeants de l'AES ou ce qu'on voit en Éthiopie, aujourd'hui, ils vont réaffirmer cette souveraineté sur leurs matières premières. Et surtout, plus que ça, c'est pas simplement de les posséder et de les vendre, c'est de les transformer. C'est encore plus Absolument. fondamental que ces matières premières soient transformées sur place. Parce qu'en effet, on est dans la logique du Congo-Océan. Vous savez, le train qu'avait fait la France au Congo, où des dizaines de milliers de gens étaient morts en le construisant, et tout ça pour qu'on pille toutes les richesses, et tout ça s'en va hors du pays, hors du continent, sans payer de taxes, sans droit de douane, sans contrôle, simplement en corrompant quelques dirigeants ici ou là. Donc c'est ça, et c'est pour ça que j'ai insisté aussi sur cette corruption de Mhm. certains dirigeants africains, parce que en effet, tant qu'il y a corruption, les choses ne s'arrangeront pas. Donc, il faut des dirigeants forts, souverainistes, qui défendent l'intérêt général. Il y en a peu encore, mais c'est pour ça que l'exemple éthiopien, l'exemple de ce qui se passe dans l'AES sont des espoirs pour le continent africain et peuvent donner aux autres dirigeants qui aujourd'hui ben, remplissent plus leur poche que la poche de leurs concitoyens de changer de politique. Et c'est ce qui est très intéressant. Vous savez, il y a eu dernièrement le sommet de l'Organisation de la coopération de Shanghai, Ah ouais? la rencontre à Pékin avec Xi Jinping et Modi, c'est-à-dire le cœur des BRICS. Et dans cette disons, cette nouvelle façon de concevoir le monde, l'émergence des BRICS, l'émergence du Sud global, ben, qu'est-ce qui est au cœur de cette émergence? C'est justement le retour à la souveraineté, le contrôle de ces matières premières, sortir du dollar, pouvoir échanger en monnaie nationale et avoir une politique d'industrialisation. Et c'est pour ça que l'agenda 2063, qui est un programme de l'Union africaine, et qui a cette conception que l'Afrique doit transformer ses matières premières, doit avoir des chaînes d'approvisionnement qui soient complètes de l'électricité jusqu'aux produits finis. Donc tout ça est déjà là, quelque part en germe, en potentiel, mais évidemment, il y a encore beaucoup de boulot à lutter contre la corruption et contre disons, la mainmise des Mhm. multinationales impérialistes
qui voient l'Afrique comme leur jardin et qui prennent tout ce qu'ils peuvent en mettant des dirigeants complaisants. Donc c'est à ça qu'il faut arrêter. Et si on arrive à ça, l'Afrique va devenir, comme la Chine est devenue la première puissance économique mondiale, je pense que dans 50 ans, l'Afrique le deviendra également si elle arrive à résoudre ce problème. Alors, une dernière question, Sébastien Perimoni. Vous mentionnez le sommet de l'OCS. Et effectivement, beaucoup d'experts disent que c'est un basculement du monde. C'est vraiment un virage très, très important. Alors, si l'on rajoute les autres organisations régionales eurasiatiques à celle des BRICS, est-ce que vous pensez que il y a déjà les assises nécessaires à ce monde multipolaire et est-ce que ce monde multipolaire, justement, il a fait la fenêtre de tir, justement, pour les pays africains, un tant soit peu si les dirigeants veulent changer de politique? Oui, oui. Bah, nous, on reprend l'expression de Poutine qui est de dire qu'il faut bâtir un monde polyphonique, plus que multipolaire, vous voyez, parce Mhm. que multipolaire, il y a encore la notion d'intérêt croisé, alors que dans le monde polyphonique, c'est comme une chorale. Peut-être tout le monde chante une voix différente, mais ce qui compte, c'est l'harmonie globale. Donc ce terme de polyphonie est très intéressant. Mais oui, en effet, on est déjà, vous savez, j'ai eu la chance d'être au sommet des BRICS à Kazan. Déjà, toute l'architecture, pour une nouvelle architecture de sécurité, de développement hors dollar a été discuté. Aujourd'hui, on sait que tous les pays des BRICS travaillent justement à dédollariser, à mettre en place des alternatives BRICS Clear, BRICS Payment pour sortir du système SWIFT et du dollar. On a vu avec ce sommet de l'Organisation de la coopération de Shanghai que également ils vont créer une banque et ça a été très intéressant puisque par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est une banque en monnaie nationale pour des échanges en monnaie nationale justement basée justement sur le monde réel, pas basé sur la spéculation ou je ne sais quoi ou le dollar. Donc il y a cette volonté dans ces pays-là de réformer ce système bancaire qui est un petit peu la clé de voûte de ce système impérialiste dans lequel on est encore aujourd'hui, de ce monde unipolaire, dollarisé. Et donc on voit que toute ce nouveau paradigme pour une nouvelle architecture de sécurité et de développement hors dollar qui a été mis en place. Bon, il y a l'Union économique eurasiatique que vous n'avez pas mentionné, il y a l'Organisation de la coopération de Shanghai, il y a les BRICS, BRICS plus leurs 13 partenaires Ah ouais. stratégiques. Il y a le G77, il y a l'agenda 2063. Donc c'est vrai que ce nouveau monde est en train d'émerger. Alors c'est évidemment une fenêtre d'opportunité énorme pour les pays d'Afrique parce que justement, ils peuvent avoir des partenaires dans lesquels travailler sur une dynamique plutôt gagnant-gagnant et on peut critiquer certains corridors que fait la Chine dans une logique extractive. Mais si on regarde quand même le bilan de la politique chinoise en Afrique, qui est devenu le premier Absolument. partenaire en termes de développement des infrastructures, etc., en termes d'aide à la formation pour l'agriculture et la médecine, etc., etc., on voit que ça a déjà eu un impact extrêmement positif pour l'Afrique, qui petit à petit est en train de sortir justement de l'âge des ténèbres l'âge des ténèbres dans lequel a été plongé pendant plus de 500 ans avec l'esclavagisme, le colonialisme, puis le néocolonialisme. Ça fait 500 ans, si vous voulez, que ça dure. Donc là, on voit le bout du tunnel, je dirais. Et en effet, l'émergence des BRICS, de l'Organisation de la coopération de Shanghai, de l'initiative de développement global que propose Xi Jinping, les sommets de coopération sino-africaine, tout ça aujourd'hui sont différentes portes de sortie pour le continent, pour justement devenir la première puissance économique mondiale d'ici 40, 50, 60 ans. D'accord. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Sébastien Perimoni, je vous remercie pour tous ces éclairages et toutes ces analyses. J'espère vous retrouver très bientôt dans un autre entretien. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.